Cette semaine, dans le podcast AWS en français, plongez dans les dernières nouveautés AWS avec des annonces qui vont simplifier votre vie à vous, la vie des développeurs. Au programme, Amazon SQS augmente la taille maximale des messages, Lambda s'intègre mieux avec GitHub Action, de nouveaux drivers Go pour les bases de données, découvrez également une nouvelle fonctionnalité de vérification de contenu pour Amazon S3 et puis une nouvelle façon de gérer son infrastructure avec un Cloud Control API MCP Server. Waouh, c'est classe ça. On parle de tout ça, c'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bienvenue dans le podcast AWS en français qui ne prend pas de vacances. J'espère que vous avez pu prendre quelques jours de congé. Là, on est fin août. On voit que mes collègues reviennent progressivement. Il y a un peu plus de mails, de réunions, de messages sur Slack et je suppose que c'est pareil pour vous. Les équipes d'AWS, elles, n'ont pas pris de congé. On a continué d'écouter vos feedbacks et de sortir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services pendant les vacances. On va essayer de faire un petit tour des 33 nouveautés que j'ai repérées pour ces 2 dernières semaines, avec comme d'habitude un biais très fort vers les nouveautés qui sont intéressantes pour les bâtisseurs, les builders, les développeurs, les développeuses que vous êtes. Et je vous l'ai dit dans l'intro, je commence avec Amazon SQS, Simple Queue Service, un des plus vieux services d'AWS qui a presque 20 ans, enfin oui, il a 20 ans maintenant, qui permet de faire passer le payload de 256K à 1 méga. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre des payloads plus importants dans vos messages, aussi bien pour les envoyer évidemment que pour les recevoir. Ça s'applique au queue standard et au queue first in, first out. Avant ça, c'était un peu difficile quand vous aviez des payloads un peu plus volumineux. Alors on ne parle pas évidemment d'images ou de sons, ça il vaut mieux les mettre sur S3 et puis envoyer un lien dans SQS, mais parfois vous aviez un payload plus grand que 256 kilobits. Alors il y en a des clients qui compressaient, mais il faut quand même passer par B64, donc on perd un avantage de la compression, ou alors il fallait chunker, découper ces payloads en petits bouts et c'était du code en plus pour vous. Donc avec une augmentation de 4 fois à peu près maintenant, j'espère que ça va simplifier votre code. La grande nouveauté de la semaine pour moi, c'est une toute petite chose, probablement pour beaucoup de clients AWS, mais si vous développez sur Lambda et que vous utilisez GitHub pour maintenir votre code source, comme le font plein de clients, eh bien vous saviez que c'était un peu difficile de déployer directement depuis une GitHub Action, parce que il fallait accéder aux artefacts, il fallait faire le zip, il fallait évidemment configurer vos GitHub Actions pour avoir accès à votre compte AWS, donc assumer un rôle ou des choses comme ça. Et puis il fallait écrire des scripts avec la ligne de commande, par exemple, pour déployer votre fonction. Eh bien, AWS, vous savez quoi, a sorti une GitHub Action pour déployer sur Lambda. C'est dans la catégorie AWS-Actions/configure /AWS Lambda Deploy. Donc il y a 2 actions. En fait, il y en a une pour configurer vos credentials. Vous donnez le nom du rôle à assumer et la région pour la assumer. Il faut évidemment un token OIDC pour pouvoir faire l'échange entre votre authentification sur GitHub et une access key, secret key. Et puis il y a une autre action donc, qui permet de déployer en une ligne. Vous donnez juste le nom de votre step dans votre job. Pour utiliser cette action, vous donnez le nom de la fonction et la directory où se trouve votre artefact, donc le résultat de votre compilation. Je vous mets les liens vers la doc, il y a un exemple, c'est super simple, mais ça va vraiment simplifier nos fichiers YAML dans les directories GitHub Workflow. Si vous développez en Go, sachez qu'il y a un nouveau driver qui est disponible pour accéder à Amazon RDS et Amazon Aurora. C'est un driver pour PostgreSQL, qui vous permet de faire des petites choses un peu plus avancées que simplement des select, insert, update. Il détecte les switch-over. Il permet de réduire le temps qu'il faut pour switcher d'une base de données à une autre en cas de problème sur la base de données principale. Il supporte
supporte l'authentification fédérée, l'authentification avec Secrets Manager ou avec Identity and Access Manager. Bref, c'est un driver cloud native qui comprend l'infrastructure Amazon RDS. Alors c'est un wrap du driver PGX Postgres qui supporte MySQL également. Je suis en train de lire le texte en anglais et de vous traduire ça en même temps. Et c'est supporté donc pour les bases de données Postgres et MySQL pour Windows, Mac et Linux. Je vous mets le lien évidemment dans les notes de cet épisode. Si vous développez en Go et que vous avez des bases de données relationnelles MySQL ou Postgres, jetez-y donc un coup d'œil. Une nouvelle façon dans S3 pour vérifier l'intégrité de ces datasets. Alors vérifier l'intégrité des datasets, c'est quelque chose que S3 fait tout seul, tout le temps, automatiquement. Vous savez qu'il y a plusieurs réplicas de vos données dans une availability zone et même dans une région pour vos buckets, enfin en fonction du type de classe de stockage que vous avez choisi. Si jamais un bloc perd son intégrité, je vais dire ça comme ça, Amazon S3 le remplace automatiquement et fait ça depuis 20 ans et vous n'avez jamais remarqué, mais c'est une des garanties. C'est une des méthodes que nous utilisons pour cette fameuse garantie des 11/9 de disponibilité. Cependant, certains clients veulent vérifier par vous-même. Non pas parce que vous ne croyez pas, mais parce que vous avez des obligations souvent en matière d'auditing ou de conformité. Vous devez pouvoir prouver à vos auditeurs que les objets qui sont stockés sur S3 sont effectivement les mêmes que ceux que vous avez chez vous ou qui n'ont pas changé depuis le dernier rapport. Et jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. Il fallait écrire des scripts, il fallait télécharger les métadonnées, les checksums, etc. Enfin bref, c'était beaucoup de boilerplate code, ou du undifferentiated heavy lifting, comme on dit, de plomberie, moi j'appelle ça. Eh bien, il y a un nouveau moyen qui utilise S3 Batch Operation, et avec ça, vous pouvez maintenant vérifier l'intégralité de milliards d'objets automatiquement et générer un rapport d'intégrité qui vous prouve que vos données sont intactes et ne changent pas à travers le temps. Alors, ça marche avec n'importe quel objet stocké dans S3, quelle que soit sa classe de stockage, sa taille de cet objet. Vous n'avez pas besoin de restaurer ou de downloader les données, ça se fait côté S3. Donc, typiquement, je répète, c'est pour des cas d'utilisation de conformité, pour de la préservation à long terme, parfois simplement pour un check de vérification avant de lancer des grosses tâches comme entraîner des modèles par exemple, mais ça permet surtout de réduire l'effort si vous aviez à faire ça, de réduire le coût également. Donc comment ça marche avec S3 Batch Operation? Vous créez un type de tâche qui s'appelle une tâche de vérification de checksum. Vous donnez la liste des buckets ou des préfixes ou des suffixes que vous voulez affecter, que vous voulez vérifier dans votre bucket. Vous choisissez l'algorithme, on supporte SHA-1, SHA-256, CRC32, 32C, CRC64 et MD5, et puis vous laissez S3 faire son truc dans son coin, et il vous notifiera quand le job est terminé. Vous recevrez un rapport détaillé avec tous les checksums des objets qui ont été processés. Alors, c'est pas gratuit évidemment, parce que ça met un peu de charge sur l'infrastructure S3 de notre côté, donc il y a un prix par opération de batch, 25 centimes per job et $1 par million d'objets traités, et puis il y a un prix pour l'opération de compute, puisque ça consomme des ressources CPU de notre côté également, et c'est 0,004 centimes par gigabyte d'objets processés. Alors ça parle pas beaucoup comme ça, mais disons que vous avez un bucket avec 1 million d'images haute résolution stockées avec une taille moyenne de 2 millions, vous payez à peu près $1,25 pour le batch operation lui-même et à peu près $8 pour traiter les 2 terabytes de data qui sont dans ce bucket. Donc coût de l'opération moins de $10, $9,29 plus la TVA. Ça reste un moyen très cost-effective de vérifier l'intégralité de la conformité, de l'intégrité, de ces objets sur S3.
Il n'y a pas de podcast AWS sans un petit coup d'IA générative ou de MCP ces jours-ci. La nouveauté MCP du jour, c'est un nouveau serveur MCP. Donc les serveurs MCP, ce sont ces outils que vous pouvez donner à vos IA génératives, à vos clients MCP, comme le sont Visual Studio Code ou Amazon Q Developer ou Kiro ou Claude Code et probablement des tas d'autres également. Donc c'est un MCP serveur qui permet d'interagir avec plus de 1200 services, API AWS. On n'a pas encore 1200 services, 1200 ressources. Et donc ce qui permet d'interroger votre infrastructure en langage naturel. Vous intégrez votre serveur avec un MCP.json comme d'habitude, et après ça vous pouvez demander est-ce que vous pouvez créer un nouveau bucket S3 pour moi, ou trouvez-moi toutes mes instances C2 où j'ai un type d'instance T2 large par exemple. Donc vous pouvez naviguer en langage naturel dans votre infrastructure. Il y a une option que je trouve très intéressante sur le MCP serveur qui est fourni, un mode qui s'appelle Read Only pour éviter qu'il ne modifie votre infrastructure. Et puis comme d'habitude, et on le répétera jamais assez avec les MCP serveurs, faites attention à la sécurité parce que vous devez évidemment lui donner une access key, secret key. Donc évitez de les hardcoder, ça c'est la première chose. Deuxième chose, donner des restrictions, enfin des access key, secret key qui sont liés à des politiques d'accès suffisamment restreintes, pas nécessairement admin, pour pouvoir faire tout et n'importe quoi sur votre compte. Posez-vous aussi la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA générative pour ce use case-là, ou est-ce que je peux faire ça différemment? Le blog post est super complet, il vous montre comment l'intégrer dans Amazon Q. C'est vraiment fun pour la démo, pour l'exemple. Après, sur l'utilité long terme, oui, peut-être si vous développez des agents pour gérer l'infrastructure de façon un peu plus intelligente. Si c'est pour vos tâches au quotidien, parfois un bon script CLI peut fonctionner aussi de façon beaucoup plus effective, à la fois pour votre portefeuille, parce que tous ces tokens ça coûte cher, et puis pour la planète également. Et puis je terminerai avec une application créée par un de nos AWS Heroes qui se trouve en Allemagne, qui s'appelle Raphaël Meinke, et qui publie chaque année une application web qui s'appelle The Unofficial AWS reInvent Session Planner cette année 2025. Donc c'est une application web qui vous permet de planifier, de gérer votre agenda pour reInvent. Si vous allez participer à la conférence reInvent qui se tiendra fin novembre, début décembre, je crois que c'est la première semaine de décembre à Las Vegas, AWS fournit une application évidemment avec la liste de toutes les sessions, etc. Mais l'expérience utilisateur pourrait être meilleure. Et comme l'info des sessions est disponible via un site web, enfin en faisant un peu de scraping, ça ne manque pas évidemment. Il y a des gens de la communauté qui ont créé des interfaces web plus facile à utiliser, on va dire ça. Alors l'année passée, Raphaël avait quelques soucis avec notre département juridique, elle lui avait envoyé une lettre pas très sympa, mais sur laquelle on a travaillé notre équipe pour s'assurer que des gens comme Raphaël puissent continuer à fournir des services aux clients AWS en exploitant les données qui sont publiquement disponibles. Si vous allez à reInvent, jetez un coup d'œil sur le session planner de Raphaël, il est vraiment bien foutu, et vous avez évidemment le lien dans les notes du podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode du What's New de la semaine 34, enregistré très tôt le vendredi matin 22 août. La semaine prochaine, on va s'attaquer à la recherche, on va s'attaquer au cancer, et on va vous montrer comment l'apprentissage machine, le machine learning et l'intelligence artificielle peut aider les chercheurs à trouver des nouvelles solutions contre certains types de cancers. C'est une discussion passionnante qu'on a enregistrée il y a déjà quelques semaines, maintenant c'était avant les vacances, et qui sera diffusée vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Ce sera le 29 août. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.